Braise 1341, un jeu de Laurent Gary, illustré par Nicolas Treil, aux éditions Chacos. 1341. Le duc de Bretagne Jean III meurt sans successeur. Jouez l'un des deux prétendants à la couronne, Montfort ou Blois. Rassemblez vos troupes et vos partisans. Affrontez les événements et en moins d'une heure, devenez le prochain duc de Bretagne. Ouvrons la boîte de Braise 1341. Que trouve-t-on dans la boîte ? Un livret de règles, « 42 marqueurs à détacher », un plateau de jeu qui représente la Bretagne au XIVe siècle, avec 8 territoires. Vous trouvez également dans la boîte 20 cylindres rouges et 20 cylindres bleus, qui représentent les partisans, 20 cubes rouges et 20 cubes bleus, qui représentent des troupes, un dé, avec la particularité de n'avoir que les 3 valeurs 1, 2 et 3, et un ensemble de 76 cartes. Dans Braise 1341, Montfort porte la couleur rouge et Blois la couleur bleue. Pour profiter d'un maximum de plaisir à jouer Braise 1341, je vous invite à prendre connaissance de la règle dans son ensemble. Souvenez-vous que la règle est bien plus courte à appliquer qu'à expliquer. Parmi les cartes, regardons d'abord les cartes événements. Les cartes événements sont de 2 types. Le premier type, ce sont les cartes événements spéciales, identifiées avec un S au verso et au recto des cartes. Ce sont des cartes avec un fond noir. Le deuxième type, ce sont 42 cartes événements qui sont réparties en 3 paquets. Chaque paquet représente une époque. 14 cartes de l'époque 1, marquées avec une hermine en haut à gauche. 22 cartes de l'époque 2, marquées avec 2 hermines. Et 6 cartes de l'époque 3 avec 3 hermines. Parmi ces cartes événements, vous avez des cartes avec un fond bleu et le blason de Blois en haut à droite, des cartes avec un fond rouge et le blason de Montfort, des cartes événements des 2 couleurs rouge et bleu, avec un blason composé de la moitié des blasons de Montfort et de Blois, des cartes avec un fond blanc et des cartes avec un fond noir, qui sont repérées par le symbole S, présent également au dos de la carte. Les cartes marquées S sont séparées des autres cartes événements. Alors, quelles sont les informations que l'on peut lire sur les cartes événements ? Les cartes événements contiennent 6 informations. L'époque, comme on l'a vu, représentée par le nombre d'hermines, le titre de la carte, une note historique, l'effet de l'événement, ce qu'on appelle la consigne, qui est rédigée dans un parchemin, et en bas de carte, le rappel des 4 actions courantes qu'un joueur peut effectuer. Notez un point important. La couleur de fond
indique à qui la carte est favorable. Une carte avec un fond bleu est favorable à Blois. La consigne ne peut être résolue que par Blois. Une carte avec un fond rouge est favorable à Montfort. La consigne ne peut être résolue que par Montfort. Une carte rouge et bleue est favorable aux deux joueurs. La consigne peut être résolue par le joueur qui la possède. Une carte avec un fond blanc ne possède pas de consigne. Et une carte S avec un fond noir affecte les deux joueurs. Pour jouer, chaque joueur dispose d'une pioche de cartes personnages. Les cartes personnages avec un fond bleu et le blason de Charles de Blois seront jouées par le joueur bleu. Les cartes avec un fond rouge et le blason de Montfort seront jouées par le joueur rouge. Alors, quelles sont les informations que l'on trouve sur les cartes personnages? Il y a 3 informations. Le nom du personnage, une note historique et le bonus qui apporte des avantages aux joueurs. Quels sont les marqueurs utilisés dans le jeu? D'abord, il y a le marqueur de tour pour indiquer lequel des 6 tours de jeu est en cours. Il y a des marqueurs de domination placés à la fin de chaque tour sur le territoire, afin de montrer qui domine ce territoire. Ce sont des marqueurs recto-verso, avec d'un côté le blason de Charles de Blois et de l'autre le blason de Jean de Montfort. Les règles de domination seront expliquées un peu plus loin. Sur la carte, vous reconnaissez le dessin de château. Chaque château possède une force. Une force de 1, de 2 ou de 3. Par exemple, il y a 3 châteaux de force 3, Nantes, Rennes et Brest. Les châteaux sans marqueur n'appartiennent à aucun des deux camps. Ils sont neutres. On pose un marqueur château sur un château possédé par un joueur. Évidemment, la face visible du marqueur est celle de la couleur du propriétaire du château. Dans cet exemple, le château de Sussigno a un marqueur bleu car il est possédé par Blois. Et si Montfort prenait possession du château de Sussigno, le marqueur serait retourné sur sa face rouge. On utilise aussi des marqueurs routiers. La règle des routiers sera abordée plus tard. Ah oui, j'oublie ce marqueur château plus 2 qui est nécessaire à l'utilisation d'une des cartes événements. Alors, comment mettons en place le jeu? Le marqueur de tour est placé sur la case tour 1. Ensuite, Blois place un château bleu de force 1 sur Guingamp, ainsi que un partisan bleu dans le Trégor et un partisan bleu dans le territoire de Saint-Brieuc. Puis Montfort place un château rouge de force 1 à Guérande, un partisan rouge et 2 troupes dans le territoire de Nantes. On prépare le dé et on prépare ensuite les cartes. On constitue une pioche avec les cartes événements spéciales et cette pioche est mélangée. On prépare ensuite des paquets séparés pour les cartes des différentes époques. Le paquet avec les cartes de l'époque 2 est mélangé. On mélange aussi les cartes de l'époque 3, ainsi que les cartes de l'époque 1. Les cartes de l'époque 1 seront celles qui seront distribuées en premier. On place aussi à proximité les cartes personnages, les bleus pour Charles de Blois, les rouges pour Jean de Montfort. On met aussi à disposition les cubes et les cylindres rouges, idem pour le bleu, les marqueurs de château, les marqueurs de domination et les autres marqueurs. La partie se déroule en 6 tours maximum, selon la séquence suivante. Préparer la pioche des cartes événements, constituer la main de chaque joueur, déterminer le premier jour actif, jouer les cartes événements. Et là, c'est vraiment la phase active du jeu. Et ensuite, défausser les cartes événements, placer les routiers, vérifier les conditions de victoire. Et si les conditions de victoire ne sont pas atteintes,
avancer le marqueur tour et engager un nouveau tour. Examinons maintenant plus en détail chacune de ces étapes. Nous allons d'abord présenter ensemble les deux premières étapes de la séquence de jeu. Alors, comment préparer la pioche des cartes événements? Au tour 1, la pioche contient toutes les cartes de l'époque 1. Les cartes sont mélangées avant d'être distribuées. À partir du tour 2 et jusqu'au tour 5, la pioche contient les cartes événements de l'époque 2, auxquelles on ajoute les cartes non jouées lors des tours précédents. La pioche est mélangée avant qu'on distribue les cartes. Au tour 6, c'est un petit peu différent. On mélange et on distribue d'abord les cartes de l'époque 3. Ensuite, le solde des cartes du tour 5 est mélangé et distribué. Et maintenant, comment est-ce qu'on constitue la main de chaque joueur? Au tour 1, on distribue à chaque joueur une carte personnage, 7 cartes événements, c'est-à-dire que les 14 cartes de l'époque 1 sont toutes distribuées. Lors des tours 2 à 5, on distribue à chaque joueur une carte personnage, une carte événement spécial, une carte événement et autant de cartes événements que de territoires dominés par le joueur. Enfin, au tour 6, on distribue à chaque camp une carte personnage et toutes les cartes événements de la pioche, en commençant par les cartes de l'époque 3. Concrètement, comment ça se passe? Prenons un exemple. Au tour 1, on distribue 7 cartes événements à chaque camp. Et chaque joueur pioche une carte personnage qu'il ajoute à sa main. À partir du tour 2, la pioche est constituée des cartes de l'époque 2 et des cartes non jouées lors des tours précédents. On mélange. Alors d'abord, chaque joueur ajoute dans sa main une carte personnage. Ensuite, chaque camp récupère systématiquement une carte événement. Et autant de cartes événements que de territoires dominés. Dans cet exemple, Blois domine 5 territoires et reçoit donc 5 cartes événements. Alors que Montfort ne domine qu'un seul territoire, il ne reçoit donc qu'une seule carte en plus. Et comme on l'a dit, à partir du tour 2, une carte événement spéciale est distribuée à chaque joueur. Récapitulons. La main de Blois est composée des personnages qu'il n'a pas joués au précédent tour et de la carte personnage qu'il vient de piocher. D'une carte événement et d'autant de cartes événements que de territoires dominés, ainsi qu'une carte événement spéciale qu'il devra obligatoirement jouer dans le tour. À la fin du tour, les cartes jouées sont définitivement défaussées et les cartes non jouées sont ajoutées à la pioche des cartes événements. Au dernier tour, le tour 6, la procédure est légèrement différente. D'abord, on distribue les cartes de l'époque 3, soit 3 cartes à chacun des joueurs. Et ensuite le solde des cartes non jouées lors des tours précédents. Et comme à chaque tour, on pioche une carte personnage pour chaque joueur. Comment est-ce qu'on détermine le premier joueur actif? Prenons un premier exemple. Il y a 1, 2, 3 territoires dominés par Montfort, alors qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5 dominés par Blois. C'est donc Blois qui devient le premier joueur actif. Prenons ce deuxième exemple, où la situation en Cornouailles s'est inversée. Blois domine désormais 4 territoires et Montfort domine aussi 4 territoires. Dans ce cas, le premier joueur actif est celui qui possède le plus de partisans. En l'occurrence, il y a 6 partisans pour Montfort et 7 pour Blois. C'est encore Blois qui sera le premier joueur actif. Alors un petit rappel,
Montfort est associé à la couleur rouge alors que Blois est associé à la couleur bleue. Maintenant, il faut expliquer un point de règle essentiel. Jouer une carte événement permet de résoudre la consigne et ou d'effectuer une action en fonction de la couleur de fond. Si la carte est favorable au joueur actif, il choisit soit d'effectuer immédiatement l'une des 4 actions, soit de résoudre la consigne. Et si la carte est favorable à l'adversaire, celui-ci résout obligatoirement en premier la consigne. Et le joueur actif effectue ensuite l'une des 4 actions: rallier, recruter, assiéger ou guerroyer. Ces 4 actions seront expliquées plus loin. Ici, Montfort est le joueur actif. Il décide de jouer cette carte avec un fond rouge qui lui est favorable. Montfort a le choix, soit de résoudre la consigne, soit d'effectuer l'une des 4 actions. Imaginons que ce soit Blois, le joueur actif. Il veut jouer cette carte avec un fond rouge qui lui est défavorable. Dans ce cas, premièrement, Montfort résout la consigne, ensuite, Blois effectue l'une des 4 actions. Et qu'est-ce qui se passe pour une carte rouge et bleue ? Une carte rouge et bleue est une carte événement favorable aux 2 joueurs. Elle est donc favorable au joueur actif. Celui-ci a donc le choix, soit de résoudre la consigne, soit d'effectuer l'une des 4 actions. Une carte avec un fond blanc n'a pas de consigne, le joueur actif effectue alors une des 4 actions. Vous vous souvenez qu'une carte avec un fond noir est une carte événement spécial. Dans ce cas, la consigne est appliquée aux 2 joueurs, joueur actif en premier. Et en plus, le joueur actif effectue l'une des 4 actions. La carte événement spécial est obligatoirement jouée dans le tour. Mais à quoi ça sert d'être le premier joueur actif ? Le premier joueur actif est celui qui joue la première carte événement du tour. Après avoir résolu la consigne et ou l'action, le joueur adverse devient le nouveau joueur actif. À chaque tour, chaque camp joue alternativement une carte événement. Exactement comme dans cet accéléré. Toute carte événement jouée est posée le long des emplacements sur le plateau, ce qui est commode pour suivre l'avancement du tour et pour ne pas jouer plus de cartes que le nombre autorisé. Le nombre maximum de cartes à jouer pendant un tour est de 5 cartes maximum chacun au tour 1 et 6, et 3 cartes maximum pour chacun des joueurs au tour 2 à 5. Retenez que jouer une carte personnage ne compte pas comme une action. Le nombre de cartes personnages jouées dans un même tour n'est pas limité. Lorsqu'une carte événement est jouée, chaque joueur peut jouer une carte personnage. Ce n'est pas obligatoire, mais il doit l'annoncer avant de résoudre la consigne ou d'effectuer une action. Une carte personnage jouée est définitivement défaussée. Une carte personnage non jouée est conservée en main d'un tour sur l'autre. L'application du bonus personnage, ou parfois du malus pour l'adversaire, s'applique à un seul siège pour une action assiégée, à une seule bataille pour une action bataillée, ou à la consigne ou l'action s'il s'agit de rallier ou recruter. Commençons par décrire l'action rallier. Cette action permet d'ajouter un cylindre de sa couleur sur le plateau et autant de cylindres que le bonus d'une carte personnage éventuellement jouée. Vous remarquerez qu'en bas de chaque carte événement figure un visuel qui rappelle en quoi consiste chacune des actions. Rallier un partisan consiste à prendre un cylindre de sa couleur dans sa réserve et de le placer sur l'un des territoires, au choix, n'importe lequel, dans la limite de 1 partisan par territoire. L'action recruter permet d'ajouter 3 cubes de sa couleur pris sur la réserve et autant de cubes que le bonus de la carte personnage éventuellement joué. C'est la seule action qui peut entraîner une action bataillée. On verra ça un peu plus tard. Remarquez ici en bas le visuel recruté. Reprenons.
Vous recrutez 3 troupes, c'est-à-dire que vous prenez 3 cubes de votre couleur dans votre réserve et vous les placez librement sur le plateau. Soit vous les regroupez dans un même territoire, soit vous les répartissez dans des territoires différents. C'est comme vous voulez. Supposons maintenant que Blois préfère appliquer la consigne de cette carte événement. La consigne nécessite de jeter un dé. Le jet de dé est par exemple de 3. Blois va donc placer ses troupes comme il le souhaite sur le plateau. Il peut les mettre en totalité ici, ou les répartir en fonction des choix stratégiques qu'il va effectuer. Maintenant, prenons le temps d'expliquer l'action batailler. L'action batailler est automatique dès qu'un territoire contient des troupes des deux camps avec un total de 5 ou plus. Cette action ne se produit que lorsqu'un joueur recrute des troupes et les place volontairement dans un territoire qui contient des troupes ennemies. Avant de résoudre une bataille, les joueurs peuvent jouer une carte personnage pour bénéficier de son bonus. Ce n'est obligatoire ni pour l'un ni pour l'autre. Mais c'est une seule carte personnage par bataille. Le joueur actif l'annonce en premier et l'adversaire ensuite. Chaque joueur calcule sa force en additionnant le nombre de troupes de son camp, plus 1 pour Montfort, grâce aux archers anglais, le bonus éventuel d'un personnage et le résultat d'un jet de dés. On calcule alors l'écart entre les deux forces. Premier cas, l'écart est inférieur ou égal à 2. Chaque camp perd alors une troupe. Deuxième cas, l'écart est de 3 ou plus. Le joueur avec la force la plus faible perd la moitié de ses troupes, et son adversaire perd la moitié des troupes perdues par l'autre. Le calcul des pertes est arrondi à l'entier supérieur, ce qui veut dire qu'il y a toujours une perte au minimum. Si le total des troupes des deux camps est inférieur ou égal à 4, la bataille s'achève. Sinon, la bataille se poursuit avec la même procédure. Et y a-t-il un vainqueur ? Oui, le vainqueur est le dernier à avoir bénéficié d'un écart de 3 points de force. Ou c'est le dernier à encore posséder des troupes dans le territoire. Sinon, la bataille se termine sans vainqueur. Le vainqueur rallie un partisan dans le territoire où a eu lieu la bataille. Pour bien comprendre, le mieux est de suivre un exemple. Cette carte événement permet à Blois de recruter 9 troupes. Blois décide d'en placer 3 dans le territoire de Vannes, où Montfort en possède aussi 3. Il place les 6 autres troupes dans le territoire de Nantes, dans lequel Montfort possède également 3 troupes. Plus de 5 troupes se trouvent dans chacun des 2 territoires. Blois choisit d'abord d'engager la bataille dans le territoire de Vannes. Calculons les forces. Pour Montfort, 7 points, parce qu'il a additionné 3 troupes, son bonus d'archer, et 3 au jet de dés. Pour Blois, 4 points, 3 troupes et 1 au jet de dés. Blois perd la bataille, il subit des pertes. La moitié de ses 3 troupes, soit 2 troupes. Il retire donc 2 cubes. Montfort perd la moitié des troupes perdues par Blois, soit 1 troupe. Il élimine un cube. Désormais, il ne reste que 3 troupes au total dans ce territoire. La bataille se conclut par la victoire de Montfort grâce à ses 3 points d'écart. Montfort rallie donc un partisan dans le territoire de Vannes. Blois engage ensuite la bataille dans le territoire de Nantes. Il annonce ne pas jouer de carte personnage, alors que Montfort, quant à lui, joue la carte William de Bohain. Calculons les forces. La force de Montfort est de 3 troupes, plus 1 de bonus archer, plus 1 de son bonus personnage, plus 1 au jet de dés. Au total, la force de Montfort est de 6. La force de Blois est de 6 troupes, plus 3 au jet de dés, ce qui lui fait 9 points au total. Blois gagne donc avec un écart de 3 points. Montfort perd la moitié de ses 3 troupes, c'est-à-dire 2 troupes. Il retire donc 2 cubes. Blois perd la moitié des troupes perdues par Montfort, soit 1 troupe. Il élimine donc 1 cube. Comme il reste encore 6 troupes dans le territoire, la bataille se poursuit. Montfort dispose de 1 troupe, plus son bonus d'archer, plus son bonus personnage, et 2 au dé. Au total 5 points.
Blois a 5 troupes et 1 au dé, soit un total de 6 points. Cette fois-ci, l'écart de force n'est que de 1. Dans ce cas, chaque camp élimine une troupe, et chacun retire un cube. Il s'avère que Blois est le vainqueur, puisque toutes les troupes adverses sont éliminées. Blois rallie donc un partisan dans le territoire de Nantes. L'action guerroyer consiste à éliminer des troupes adverses ou des routiers selon le résultat d'un jet de dés, éventuellement modifié par le bonus d'un personnage. Le nombre de troupes et de routiers éliminés dans un même territoire est limité à 2, mais il est possible d'éliminer des troupes et des routiers dans plusieurs territoires. Voici quelques exemples. Montfort choisit cette carte événement pour jouer l'action guerroyer. Le résultat du jet de dés est de 3. Il peut donc éliminer 3 troupes et routiers avec un maximum de 2 dans un territoire. Dans cet exemple, il retire 2 cubes bleus dans le territoire de Nantes et 1 cube dans le territoire de Vannes. Dans cet autre exemple, il élimine le routier dans le territoire de Saint-Malo. Cela lui permet ainsi de reprendre la domination de ce territoire. Et il décide de retirer 1 cube bleu dans le territoire de Vannes et 1 cube bleu dans le territoire de Nantes. Assiéger. Cette action permet d'assiéger n'importe quel nombre de châteaux. La résolution du siège est identique que le château soit neutre, c'est-à-dire sans marqueur, ou possédé par l'adversaire, avec un marqueur à la couleur adverse. Le joueur actif choisit l'ordre de résolution des sièges et affecte à chaque siège des troupes disponibles dans le territoire. Pour chacun des sièges, il doit affecter, alors pour un château de force 1, 1 ou 2 troupes, pour un château de force 2, 2 ou 3 troupes, et pour un château de force 3, 3 ou 4 troupes. Si un joueur ne possède pas assez de troupes pour assiéger un château, le siège n'a pas lieu. Il n'est pas non plus possible d'affecter des troupes en surnombre sur un siège. Le joueur actif peut éventuellement jouer une carte personnage qui apportera son bonus à un siège. Un seul siège. Puis son adversaire fait de même. Les sièges sont résolus les uns après les autres dans l'ordre indiqué. Le joueur actif calcule sa force. Il additionne le nombre de troupes assiégeantes, le bonus éventuel de sa carte personnage et le cas échéant le malus de la carte personnage de l'adversaire. Et il ajoute un jet de dés. Le joueur actif remporte le siège si sa force est égale ou supérieure à celle du château plus 2. Il place alors ou retourne le marqueur château à sa couleur. Le joueur actif bénéficie d'effets supplémentaires selon la force du château qu'il a conquis. Alors pour un château de force 1, le siège est gagné si la force assiégeante est de 3 ou plus, mais il n'y a pas d'effet supplémentaire. Pour un château de force 2, le siège est gagné si la force assiégeante est de 4 ou plus. Dans ce cas, le joueur actif bénéficie d'un effet supplémentaire. Alors au choix, soit il élimine un partisan adverse qui se situe dans le territoire du siège, soit il rallie un partisan à sa couleur dans ce même territoire. Pour un château de force 3, le siège est gagné si la force assiégeante est de 5 ou plus. Dans ce cas, les effets supplémentaires se cumulent. Il élimine un partisan adverse et il rallie un partisan ami dans le territoire où s'est déroulé le siège. Quel que soit le résultat du siège, gagné ou perdu, toutes les troupes assiégeantes sont éliminées. Maintenant, regardons cet exemple. Dans cet exemple, Blois joue une carte événement pour l'action assiégée. Il décide de mener 3 sièges en une seule action. Blois annonce l'ordre des sièges et affecte ses troupes. 2 troupes au siège de Dinan, 1 troupe au siège de Dole et 4 troupes au siège de Rennes. Et il joue la carte Robert de Beaumanoir pour le siège de Dinan. Pour le siège de Dinan, Blois obtient 1 au dé. Sa force est de 2 troupes, plus 1 au dé, et le bonus de son personnage. Sa force est donc de 4. C'est la force nécessaire pour remporter le siège. Dinan passe au bleu, et les troupes assiégeantes sont éliminées.
Dinan est un château de force 2. Blois préfère ajouter un partisan ami plutôt que d'éliminer un partisan adverse. Pour le siège de Dole, Blois obtient encore un au dé. Dole est conservé par Montfort car Blois ne dispose que de une troupe et de 1 au dé. Cette force de 2 n'est pas suffisante pour remporter le siège de Dole. Et oui, il aurait fallu une force de 3. Et la troupe assiégeante est éliminée. Pour le siège de Rennes, les troupes assiégeantes sont au nombre de 4. Comme il faut 5 points au total pour l'emporter et que le dé donnera au minimum 1, le siège est automatiquement gagné. Blois retire ses 4 cubes, gagne Rennes à sa couleur. Comme Rennes est de force 3, le gain de ce siège permet à Blois d'éliminer un cylindre rouge et d'ajouter un cylindre bleu. De la séquence de jeu. Après avoir joué toutes les cartes événements et toutes les cartes événements spéciales, celles-ci sont défaussées, ainsi que toutes les cartes personnages qui ont été jouées dans le tour. Les cartes événements encore dans la main des joueurs, c'est-à-dire non jouées, sont intégrées à la pioche des cartes événements pour le tour suivant. Et rappelons que les cartes personnages non jouées sont conservées pour le tour suivant. Prenons l'exemple de la fin du tour 1. Chaque joueur a joué ses 5 cartes événements. Blois n'a pas joué 2 cartes événements et sa carte personnage. Celle-ci est conservée pour le tour suivant. Les cartes non jouées sont ajoutées à la pioche. Montfort procède de la même façon. La carte personnage ayant été jouée est défaussée. Les 2 cartes non jouées sont ajoutées à la pioche du tour suivant. Toutes les cartes déjà jouées sont définitivement défaussées. S'il reste des troupes sur le plateau en fin de tour, que se passe-t-il ? En premier cas, le nombre de cubes bleus égale le nombre de cubes rouges. Il n'y a pas d'effet. Tous les cubes sont éliminés. Dans le deuxième cas, le joueur qui possède le moins de troupes sur le plateau place un marqueur routier sur le territoire de son choix. Et tous les cubes sont ensuite retirés. Il peut y avoir plusieurs marqueurs routiers sur un même territoire. Quelle est la conséquence lorsqu'un territoire a un marqueur routier ? Eh bien, ce territoire n'est plus dominé. Et cela affecte la distribution des cartes événements lors des tours 2 à 5. Vous retiendrez que les routiers ne peuvent être éliminés que de 2 façons, soit par une action guerroyée, soit grâce à la carte événement, la Grande Peste Noire. Alors voici un exemple. En fin de tour, il reste 2 cubes rouges de Montfort et 1 cube bleu de Blois. Alors tous les cubes sont éliminés. Mais Blois dispose alors d'un marqueur routier et décide de le placer dans le territoire de Saint-Malo dominé par Montfort. Pour bien repérer que Montfort perd la domination de ce territoire, le marqueur routier est placé au-dessus du marqueur domination. Comment est-ce qu'on détermine qu'un camp domine un territoire ? Pour dominer un territoire, il faut posséder au moins un château et un partisan dans ce territoire. Dans cet exemple, qui domine le territoire ? Alors ici on compte 1 pour le château bleu et 1 pour le partisan bleu. Total 2. Et on compte 1 pour le château rouge. Notez que la force du château n'est pas prise en compte. Et 2 points pour les 2 partisans. Total 3 pour Montfort. Donc dans cet exemple, c'est le rouge, Montfort, qui domine le territoire. Voici un autre exemple. Blois possède 3 châteaux mais aucun partisan. Il ne peut donc pas prétendre à dominer le territoire. C'est donc Montfort qui dispose d'un château et d'un partisan qui domine ce territoire. Alors, comment remporte-t-on la victoire ? Si à la fin d'un tour,
un camp domine ces territoires, avec ou sans routier, il est déclaré vainqueur. La partie s'arrête et le nouveau duc de Bretagne est couronné. Si cette condition n'est pas remplie, la partie se poursuit par un nouveau tour. Le marqueur tour est avancé d'une case. Bien souvent, le vainqueur est déterminé à la fin du dernier tour. Chaque camp additionne alors le nombre de marqueurs château, le nombre de marqueurs domination sans routier et le nombre de cylindres. Le joueur avec le total le plus élevé l'emporte et il est couronné duc de Bretagne. Dans cet exemple, Blois possède 11 châteaux, 12 partisans et 4 territoires sans routier, soit un total de 27, et il l'emporte face à Montfort dont le total est de 22 points. Ce premier conseil s'adresse à ceux qui engagent leur première partie. Mon conseil, c'est de procéder à une distribution équilibrée des cartes de la première époque. La pioche des cartes de la première époque est constituée de 2 cartes à fond blanc, 6 cartes à fond bleu et de 6 cartes à fond rouge. Ce que je vous invite à faire pour votre première partie, c'est de distribuer à chacun une carte à fond blanc, ainsi que 4 cartes favorables et 2 cartes défavorables. Carte à fond rouge, 2 cartes à gauche et 4 cartes à droite. Carte à fond bleu, 2 cartes à droite et 4 cartes à gauche. Vous avez suivi? La main à gauche est destinée à Blois, la main à droite est destinée à Montfort. Le vainqueur de la partie sera le joueur qui aura construit la meilleure stratégie, en ayant joué les meilleures combinaisons de cartes et en jouant les événements au bon moment. Pour profiter au maximum des cartes lorsque l'événement est favorable et en minimisant les effets des événements défavorables. Parfois même, des effets défavorables peuvent produire un effet favorable. Souvenez-vous également que les cartes événements non joués reviennent en jeu. C'est souvent un avantage de pouvoir choisir le meilleur moment pour jouer une carte défavorable, plutôt que de prendre le risque que votre adversaire cumule de nombreuses cartes favorables dans les derniers tours. À vous de découvrir toutes ces possibilités. Le plus souvent, les batailles ne produisent pas d'avantages décisifs, comme à l'époque, et le système reflète volontairement cela. Évitez donc ces batailles inutiles, comme celle-ci. Avec ses 8 troupes, Blois provoque une bataille contre les 7 troupes de Montfort. Après 1, 2, 3, 4, 5 et 6 assauts, il ne reste que 3 troupes au total dans le territoire, sans autre gain que des pertes égales de chaque côté. Imaginez, avec 8 troupes, Blois aurait pu assiéger 3 châteaux de force 2, remporter donc 3 points grâce aux châteaux conquis, 3 points grâce aux partisans ralliés, et peut-être 1, 2, voire même 3 points de domination s'il a bien joué. C'est-à-dire entre 6 et 9 points de victoire. Réfléchissez bien aux batailles que vous engagez. Vous voilà maintenant équipé pour votre prochaine partie. J'espère que cette vidéo règle vous donne envie de jouer Braise 1341, car en moins d'1 heure, vous pouvez devenir le prochain duc de Bretagne.